Le film est censé avoir été fait quand? En 1947. La question est de savoir comment on s'y prendrait pour fabriquer un tel mannequin. Revenons au moment juste avant l'incision. La qualité organique des jambes et des pieds est très bien rendue. Regardez comme le sang paraît uniforme sous l'épiderme et comme les gouttes de sang s'écoulent sur le côté. On ne serait jamais capable de faire ça. Avançons jusqu'au plan sur le crâne. Si c'est un faux, il est sacrément bien réussi. Si on avait fait ça, je serais super fier de nous. Le plus intéressant, ce qui fait vraiment réaliste, c'est la manière dont la peau est enlevée, déchirée de manière inégale. Je ne sais pas comment ils l'ont reproduit, ça, sur un crâne en plus. Il faudrait mettre un faux crâne sous de la fausse peau. Mais comment rendre l'humidité? Et les irrégularités, ça ne peut pas avoir été moulé? Et les saignements, l'humidité? Ça ne jaillit pas de tube, ça ne goutte pas, c'est uniformément humide. Et quel genre de matériau peut permettre d'imiter aussi bien la peau? Aujourd'hui, nous utilisons de la silicone élaborée. C'est ce à quoi ça me fait penser, mais ils n'avaient pas ça en 1947. Non. Non, en effet. Et tous les gens qui ont accès à cette matière de nos jours participent à de gros films d'horreur hollywoodiens. Oui, je sais pas comment ils ont pu faire ça. Si ça avait été fait récemment, en ayant l'air d'avoir été fait à cette époque-là, ça coûterait des milliers de dollars. Et même sans donner au film cette patine des années 40, ça serait de toute façon très cher à réaliser. Oui, ça coûterait très cher. Je tire mon chapeau aux gens qui ont créé ce film, ou aux pauvres extraterrestres morts sur cette table. Cette dissection d'un extraterrestre pourrait-elle être le fruit du travail d'une équipe spécialisée dans les effets spéciaux, talentueuse au point d'impressionner Stan Winston? Le producteur de télévision américain Robert Kiviat, qui a produit le documentaire à succès de 95 nommé L'autopsie de l'alien, fiction ou réalité, a commencé à trouver les preuves d'une contrefaçon en enquêtant sur un autre film mal éclairé, lié à celui-ci et censé montrer l'examen d'un extraterrestre dans une tente de fortune située près de la scène du crash de l'OVNI à Roswell en 1947. J'ai tout de suite demandé à Ray Santilli, « Ray, ces deux scènes ne concordent pas du tout. Qu'est-ce que le caméraman t'a dit à ce propos ?» Et il m'a répondu, « Bob, le caméraman prétend que la scène sombre correspond à l'examen réalisé sur l'extraterrestre par une équipe scientifique envoyée par le président Harry Truman. Cette équipe aurait été dépêchée à Roswell pour récupérer l'extraterrestre, vérifier son statut et le transporter dans un autre endroit. » La scène était censée montrer un extraterrestre couché sur une table à la lumière clignotante d'une lanterne placée en arrière-plan. Et on y distinguait presque les visages des médecins en train de pratiquer une sorte d'autopsie sur cette créature. On y apercevait aussi quelqu'un de sinistre marchant au premier plan, vêtu d'un manteau, qui parfois passait dans le champ de la caméra, masquant certains plans. Le film de la tente me rend perplexe. Il ne m'a jamais semblé réel. Ça avait l'air tellement mis en scène. La caméra était statique et la prétendue équipe scientifique du président Truman ne paraissait pas crédible. Je me souviens même m'être fait la réflexion que ces deux médecins avaient un air britannique. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi c'était des Anglais. Bien qu'intrigué par ce mystérieux film, Kiviat s'est vite rendu compte que tout cela pouvait faire partie d'un gigantesque canular. La raison principale qui m'a amené à cette conclusion est que nous avions deux films très différents. Comment pouvait-il y avoir deux films différents pour la même autopsie? À cela s'ajoute un troisième film en noir et blanc montrant un militaire portant une sorte de treillis et qui retournait une poutre recouverte de hiéroglyphes, peut-être des inscriptions extraterrestres sur du métal. Puis la caméra fait un panoramique sur une table couverte d'objets en métal, sur lesquels on distingue des empreintes digitales à 6 doigts. Ray a dit que c'était peut-être des éléments du tableau de bord de l'appareil des extraterrestres.
Kvyat a continué son enquête sur les films que Ray Santilli qualifiait d'authentiques preuves de l'existence d'extraterrestres. En 1998, les soupçons de Kvyat concernant la véritable identité des médecins aperçus dans le deuxième film et sa méfiance grandissante à l'égard des affirmations de Santilli l'amenèrent à produire un autre documentaire à succès sorti sur les écrans américains et intitulé « Les plus grandes supercheries, les secrets enfin dévoilés ». Je savais que le film de l'attente contenait des preuves accablantes, alors je l'ai amené à la NASA. La NASA a créé une image fixe de ces médecins penchés sur le corps d'un extraterrestre. En agrandissant l'image, on pouvait voir leur visage très clairement. La NASA se servait du même genre de technique que celle utilisée dans le maintien de l'ordre quand on cherche à clarifier le visage d'un délinquant et que tout ce que l'on a, c'est une image très brouillée. Nous avions, si l'on peut dire, fiché ces visages. Nous savions à quoi ils ressemblaient. Il ne nous restait plus qu'à faire le rapprochement entre ces visages et des personnes vivantes ou décédées et découvrir leur identité afin de lever le voile sur le film de l'attente et sur toute l'affaire. Pendant qu'on réalisait le documentaire sur les plus grandes supercheries du monde, on avait interrogé un type nommé Case Goodyear en Angleterre. Case Goodyear avait dit à mon producteur « Hey, mais je connais l'un des gars du film de l'attente. Il s'appelle Elliot, il travaille pour l'entreprise AK Music. » Peu de temps après, nous avions Elliot au téléphone et il nous disait qu'il serait ravi de venir aux États-Unis pour donner une interview exclusive filmée. Elliot a révélé que Ray Santilli avait demandé à l'entreprise AK Music de truquer le film sur le crash et l'examen plusieurs mois avant la sortie de l'ensemble du film sur l'autopsie de Roswell en 1995. D'après Elliot, les instructions de Santilli étaient de tourner une fausse autopsie d'extraterrestres pratiquée dans une tente de fortune, érigée juste après le crash de l'OVNI à Roswell en 1947. D'après les déclarations d'Elliot, Ray Santilli aurait tramé toute la conspiration en demandant à AK Music de créer une fausse autopsie d'extraterrestres. Elliot a expliqué qu'un premier essai assez concluant avait été fait, qui devint le fameux film de l'attente. Mais Ray n'était pas convaincu et il a demandé au gars « Refaites-moi ça en pointant bien la caméra sur le corps et en éclairant mieux la scène comme s'il s'agissait d'une véritable autopsie d'extraterrestres. Et les médecins devront porter des blouses. » Un membre de l'équipe d'AK Music a dit à Ray « On ne peut pas faire ça, c'est trop difficile. » Santilli s'est donc mis en quête de vrais professionnels des effets spéciaux et ni Elliot Willis ni AK Music ne savaient qui il était allé chercher. Mais où est donc allé Santilli pour obtenir ce film bien plus net de l'autopsie d'un extraterrestre? L'ufologue britannique Philip Mantle, qui a passé plus de 10 ans à enquêter sur la saga de l'autopsie de l'alien, a reçu en 2002 une information capitale. J'ai écrit un article que j'ai intitulé « Du nouveau sur l'autopsie de l'extraterrestre ». Il a été publié par OVNI Magazine, ici en Grande-Bretagne. Il a fait la couverture du magazine. C'était un article important, portant essentiellement sur les nouvelles informations que j'avais glanées au cours de mon enquête sur ce film. Comme toujours, à la fin de l'article se trouvaient toutes mes coordonnées, avec la note « Si vous savez quoi que ce soit sur ce film, s'il vous plaît, contactez-moi ». Très vite, j'ai reçu un mail d'un monsieur disant s'appeler Simon. Son message était court et allait à l'essentiel. Il avait des informations sur le film. Il m'a dit que c'était un ami à lui qui avait fabriqué le mannequin, non pas dans le film de l'attente, mais dans les séquences d'autopsie bien éclairées. Cet ami n'était pas un artiste des effets spéciaux, mais un sculpteur qui travaillait occasionnellement pour la télévision et le cinéma.